Oh non! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment Quoi de neuf JP, segment vidéo qui vise un retour sur le mois d'octobre qui vient de se terminer. Alors au menu dans cette vidéo, je vous parlerai de quelques statistiques de la chaîne. On parlera également de cette majestueuse moustache qui décore aujourd'hui mon visage. Je vous parlerai un petit peu plus tard de mes expériences de jeu du mois d'octobre et je terminerai cette vidéo avec mes plans de vidéos à venir pour le mois de novembre. Vous pouvez en tout temps utiliser les chapitres dans la barre de défilement pour voyager plus efficacement dans cette vidéo. Alors côté statistique, le mois d'octobre a réellement été un gros mois où nous vous avons proposé 29 vidéos en 31 jours. C'est assez exceptionnel, il faut dire, comme rythme de production. Certains iront même jusqu'à dire qu'on produit trop de contenu pour le temps qu'ils ont de disponible pour l'écouter. Mais écoutez, on est passionné. Dès qu'on a envie de vous parler de quelque chose, on s'installe sur notre table respective, Sylvain, Vince ou moi, on allume la caméra, on se filme et on vous propose dans les jours qui suivent ce qu'on avait tant hâte de vous présenter. Alors désolé, mais c'est notre passion qui parle. Dans ces 29 vidéos, on a essayé de varier le plus possible notre contenu en se basant également sur ce qui semblait vous intéresser. Si on prend tous les visionnements accumulés du mois d'octobre, eh bien ça totalise 74 000 visionnements. On se rappelle qu'au mois dernier, nous avons franchi la barre des 2 millions de visionnements total sur la chaîne. C'est exceptionnel. La vidéo qui a également été la plus visionnée ce mois-ci, c'est la vidéo que je vous ai proposée au sujet de mes premiers jeux de société. Certaines personnes, en cliquant sur la vidéo, s'attendaient à une vidéo où je présentais des jeux d'introduction ou même des jeux pour enfants, d'où l'expression « mes premiers jeux de société ». Mais en fait, c'était à prendre au sens littéral. Les premiers jeux de société qui ont apparu dans ma collection il y a de cela quelques années quand j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de société. Alors si vous n'aviez pas compris que c'est ce sujet que j'allais traiter, je vais faire apparaître à quelque part ou mettre dans la description le lien vers cette vidéo. Vous pourrez aller la réécouter. Sinon, suivi de près, il y a également la vidéo de la critique mi-campagne de Gloomhaven Jaws of the Lion que Vincent et sa femme Nancy conjointement vous ont présenté avec leur humour habituel. Nancy qui est délicieuse à écouter à chaque fois qu'elle propose une vidéo en compagnie de Vincent. Elle vole la vedette. Alors si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. On accueille également, et ça nous fait plaisir de le souligner, plus de 310 nouveaux abonnés qui se sont joints à l'aventure de l'école du jeu lors du mois d'octobre. Alors on vous salue, on vous souhaite tout simplement la bienvenue. J'espère que vous allez trouver votre compte sur notre chaîne et si vous avez envie, vous pouvez nous passer quelques salutations dans les commentaires, il nous fera plaisir de vous répondre. Ici au Canada, il y a un mouvement qu'on connaît bien qui s'appelle le Movember. Je ne sais pas si c'est un mouvement qui est répandu de votre côté de l'Atlantique, mes chers amis européens. Vous pourrez me l'inscrire dans les commentaires sous la vidéo, mais c'est un mouvement, si on veut, qui est actif pendant le mois de novembre où les hommes sont encouragés à se laisser pousser ou à tout simplement porter fièrement la moustache. Et l'objectif de cela, eh bien, c'est tout simplement d'utiliser le pouvoir attractif de la moustache pour susciter des discussions, pour
tout simplement sensibiliser les gens à des sujets tels que la santé mentale, la prévention du suicide principalement visant les hommes, mais également pour briser un peu les tabous comme quoi les hommes doivent être faits forts, ils ne peuvent pas pleurer, ils ne peuvent pas être dépressifs et tout ça, mais également pour amasser des fonds pour certainement ces deux causes, mais également la recherche visant le cancer qui peut viser particulièrement les hommes. Alors, dans l'école où je suis affecté cette année, on est 17 hommes à avoir accepté de porter fièrement la moustache pendant tout le mois de novembre. On a également un objectif, une cagnotte qu'on espère ramasser un certain montant pour remettre à 100% pour cette cause, donc directement entre les mains de Movember Canada. Alors si ça vous intéresse de nous encourager, moi et mon équipe à l'école où je travaille, je vais mettre le lien également dans la description. J'ai aucune idée à quel point, comment on peut faire des dons comme ça d'un pays à l'autre. Je sais même pas si c'est possible. Probablement que oui, mais si ça vous intéresse, je vais tout simplement laisser le lien et aucune pression. C'est tout simplement pour vous avertir et vous aviser que dans les semaines à venir, vous risquez de me voir apparaître sur vidéo avec cette splendide moustache. Le mois de septembre, mais principalement le mois d'octobre, a été vraiment particulier en termes d'expérience de jeu, mais également de contexte général ici dans la belle province de Québec. Les mesures sanitaires de confinement se sont resserrées, mais jamais autant que vous, chers amis français. D'ailleurs, je prends quelques secondes simplement pour vous aviser qu'on pense à vous. Et quand je dis on pense à vous, oui, je parle des joueurs, mais principalement également les boutiques, les distributeurs, les éditeurs, tous les gens dont c'est le gagne-pain, dont c'est le métier, l'univers du jeu de société. On pense à vous. Je suis convaincu que c'est une période excessivement difficile. J'espère que vous allez passer à travers et n'hésitez pas à communiquer avec nous, l'école du jeu, via notre page Facebook, via notre adresse courriel. Si on peut faire quoi que ce soit pour vous aider, ça nous ferait réellement plaisir. Mais je reviens à notre contexte ici au Québec. Bon, on a tout un système de zones, de couleurs, des codes de couleurs avec des règlements, des restrictions, des limites pour chacune des zones, selon la couleur où elle se trouve et tout ça. Je vous épargne ces détails. Tout ça pour vous dire que je n'ai eu aucune occasion au mois d'octobre de recevoir, bien évidemment, des amis pour jouer. Alors, mes seuls pratiquement, du moins mes seuls joueurs étaient moi-même, ma femme et mes deux jeunes enfants de 3 et 5 ans. Je vais vous dire qu'on est assez limité dans ce contexte-ci. C'est pourquoi j'ai décidé de ressortir des jeux qui se jouent en solitaire. J'ai pu jouer un peu avec ma femme. J'ai commencé à initier mes enfants à quelques jeux un peu plus... moins nécessairement des jeux pour enfants, des jeux qui s'adaptent bien, là, je vais vous en reparler dans quelques instants. Et une chose que je ne fais presque jamais, mais que j'ai décidé de faire ce mois-ci pour continuer de vous proposer, de vous présenter des jeux, c'est de m'asseoir devant un jeu et de simuler une partie à 2 joueurs, quelques tours ou une partie complète si ma femme n'était pas disponible pour jouer avec moi. Mais le plus possible, j'essaie toujours évidemment de jouer avec un vrai être humain ou de jouer au jeu dans sa configuration en solitaire. Alors sans plus attendre, je vous parle du premier jeu que j'ai joué et là je fais une petite étoile. C'est un jeu auquel j'ai joué il y a de cela plusieurs semaines avant le mois d'octobre, avant même que les mesures se resserrent et j'avais complètement oublié de vous en parler dans un Quoi de neuf. Alors je fais simplement une petite parenthèse pour vous dire que récemment j'ai rejoué à l'excellent Terra Mystica. Terra Mystica est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai déjà produit
une vidéo sur ce jeu, non pas pour vous le présenter, mais simplement pour discuter. Est-ce que c'est un jeu qui est encore bon en 2020, alors qu'on a une panoplie de nouveaux jeux qui sortent à chaque année, qui peuvent s'y ressembler, qui peuvent s'en approcher du moins. On a le projet Gaia, qui est comme un peu la suite spirituelle de Terra Mystica. Alors si c'est pas le cas, vous irez jeter un coup d'œil à cette vidéo-là, la réflexion si Terra Mystica a encore sa place aujourd'hui en 2020. Et moi, je vais vous vendre le punch, mais moi je trouve que oui, c'est un excellent jeu que j'aime beaucoup. On y a joué, si je ne me trompe pas, à 4 joueurs ou à 5, j'en ai aucune idée. Et tout ce que je me souviens, c'est que c'est la première fois que j'ai joué à autant de joueurs. Donc c'est pour ça que je pense qu'on était soit 4 ou 5. Et ce qui m'a surpris, c'est que le jeu a été moins long que ce à quoi je m'attendais. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué à Terra Mystica. Il a fallu que je replonge le plus rapidement possible dans les règles pour pouvoir installer le jeu, l'expliquer aux joueurs autour de la table et qu'on se lance. J'aime beaucoup dans Terra Mystica la symétrie de départ, les pouvoirs des différents peuples et tout ça. C'est vraiment, vraiment un excellent jeu. Je n'ai jamais pensez à récupérer l'extension ou les extensions. J'oublie toujours s'il y en a seulement une ou plusieurs du jeu qui ajoutent d'autres peuples. Moi, je me contente entièrement des peuples du jeu de base. Il y en a déjà, je crois, 10 ou 12. C'est vraiment amplement pour moi. Ma femme et moi avons eu l'occasion de jouer ensemble à Villainous. C'est un jeu qui fait vraiment une grande division dans la communauté ludique. Ma femme et moi, on l'aime beaucoup. Mais oui, c'est un jeu qui est frustrant parce que ça repose beaucoup, du moins pour plusieurs personnages, sur le hasard de la pioche. Autant moi, le hasard, selon mes objectifs, le hasard peut jouer contre ma faveur et la carte que j'ai absolument besoin peut se retrouver plus bas et les cartes qui pourraient m'aider à aller chercher celle-ci plus rapidement sont peut-être déjà défaussées, déjà utilisées ou ailleurs dans mon paquet. Mais il y a également la chance inverse, c'est-à-dire que mon adversaire, si lui est capable de réaliser ses actions, ses étapes plus rapidement que moi à cause de l'ordre de ses cartes, eh bien, ça peut jouer en sa faveur. Mais là, il y a tout un portrait large également sur quand vient le bon moment de jouer nos cartes, à quel moment est-ce que je dois penser à mon objectif, à aller chercher des points de pouvoir pour continuer ma planification, ou je devrais plutôt arrêter, faire une pause sur ce que j'ai planifié pour essayer de nuire à mon adversaire. C'est un jeu qu'on aime beaucoup. On est vraiment emballé par tous les différents vilains qu'on peut incarner. En plus, j'ai reçu les 2 extensions en français, Mauvais jusqu'à l'os et l'autre nom m'échappe complètement. Alors, on voulait essayer les nouveaux vilains que j'avais reçus. Dans notre partie, ma femme incarnait Hadès de l'univers de Hercule et de mon côté, j'incarnais la méchante reine dans Blanche-Neige. 2 vilains qui ont des mécanismes radicalement différents. Ce que j'aime tellement dans Villainous, c'est de constater, et on n'a pas le choix de constater ça, que les mécanismes de chacun des vilains font du sens thématiquement avec l'univers de celui-ci. Alors vraiment pour l'instant, même si le jeu nous frustre parce que à chaque fois on est sur le point de gagner et là notre adversaire réussit avant nous, c'est un jeu, surtout par sa thématique, qu'on aime beaucoup. Un jeu que j'avais vraiment hâte d'essayer, c'est Calico, par sa thématique un peu mignonne, la qualité du matériel qui m'emballait. Plusieurs semblaient le comparer avec Azul ou Patchwork si on veut, mais il y a vraiment pratiquement aucune ressemblance entre ces 3 jeux. Mais j'aime bien. J'y ai joué à 2, j'y ai joué en solitaire également. Je trouve que c'est quand même assez rapide. Ça tient la route. C'est pas aussi bon selon moi qu'un Azul. Ça fait le travail, c'est bien, il y a de la rejouabilité puisqu'on peut changer nos... Ça, ok,
je fais une précision, une chose que j'aime beaucoup dans Calico, c'est les différentes variantes, les différents modes auxquels on peut y jouer. Il y en a une panoplie et ça, c'est vraiment génial. Et la variabilité, justement, la variété du jeu, c'est un gros plus. Le fait qu'on peut avoir des chats différents d'une partie à l'autre qui sont comme des objectifs, ça c'est merveilleux. Les tuiles objectifs également qu'on choisit de placer sur notre plateau si on décide de jouer dans cette variante-là, ça c'est merveilleux, c'est exceptionnel. Mais somme toute, ça reste un jeu plutôt simple qui fonctionne, que je vais continuer de jouer, mais qui n'est pas nécessairement satisfaisant. Moi, selon moi, j'ai un déficit d'attention quand il y a trop de détails sur un plateau. Et quand je viens placer mes tuiles, et là, il faut faire attention, il faut surveiller à la fois la couleur de la tuile et le motif qui s'y trouve. On dirait que mon cerveau est seulement capable de focusser sur une de ces deux informations-là et rapidement, j'ai de la difficulté à voir, ok, j'ai combien de tuiles de motifs identiques qui se touchent ici, ou j'ai combien de tuiles de couleurs identiques qui se suivent. On dirait que ces informations-là, mon cerveau a de la difficulté à les processer de façon efficace. Mais bon, Calico, un petit jeu vraiment intéressant, surtout pour le côté solo également, avec les scénarios qui représentent des défis dans lesquels on peut progresser. Ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. Multijoueur, ben, c'est satisfaisant. C'est certainement pas le jeu de l'année, mais c'est mignon. Pas aussi mignon que ma moustache, là. On s'entend. Je vous parle ensuite d'une surprise. Un jeu que j'attendais beaucoup. C'est vraiment particulier. Un jeu que j'attendais beaucoup, mais que, en lisant les règles de ce dernier, on dirait que mes attentes ont dégringolé et j'étais même découragé. Et en y jouant, oh là là, l'engouement, l'intérêt est revenu. Alors, c'est vraiment particulier comme émotion que j'ai vécue avec ce jeu. Il s'agit de Tawan Tin Suyu. Je vous en ai fait la présentation il y a de cela quelques jours, une semaine. Vous pourrez retourner voir la vidéo si ça vous intéresse. Un jeu de Board and Dice, une compagnie d'édition que j'apprécie énormément. Et le jeu se veut être un mélange de mécanismes. Principalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un ouvrier à notre tour, un des deux ouvriers qu'on a devant nous, et on va le placer à quelque part sur le plateau. Mais là, il y a vraiment une tonne de choses de plus à prendre en considération. Premièrement, la couleur de l'ouvrier, je crois qu'il y a 5 couleurs différentes, vont débloquer de nouvelles règles ou de nouvelles possibilités selon si je place un ouvrier rouge, blanc, bleu, vert ou jaune. Il va y avoir des choses différentes qui vont se passer. Par la suite, l'emplacement où je le place, je dois avoir une carte ou une pépite d'or qui va correspondre à cet emplacement pour pouvoir y jouer. Ensuite, je vais pouvoir effectuer l'une des 3 actions qui sont adjacentes, mais selon le nombre d'ouvriers qui sont autour de celui que je viens de placer, je vais pouvoir effectuer plus d'actions. Je vais également avoir des coûts à débourser pour payer le placement de mon ouvrier selon la section, mais également selon l'éloignement de mon grand prêtre près du temple. Alors, il y a vraiment une tonne de stratégies possibles. Ça, c'est un grand plus, mais par contre, c'est un jeu qui est plutôt... je ne sais pas, ça serait quoi la traduction française de ce mot, mais c'est un jeu qui est plutôt fiddly. Un jeu où il y a plusieurs petites règles faciles à oublier, plusieurs éléments qui, d'un point de vue thématique, collent peut-être pas trop et qui font en sorte que ce n'est pas instinctif. Bref, c'est un excellent jeu, mais qui va demander tout de même un investissement de temps. Après une partie, on va se rendre compte qu'on a fait quelques erreurs. Après 2 parties, on va vraiment commencer à comprendre comment le jeu fonctionne. Et là, si vous êtes plusieurs jours ou plusieurs semaines ou plusieurs mois sans y jouer, vous n'aurez pas le choix de relire toutes les règles pour ressaisir encore une fois ce gros jeu qui est très satisfaisant, qui est bien original. J'ai beaucoup aimé, mais je vous avertis tout de suite, les règles sont assez intimidantes et ne reflètent pas vraiment le plaisir qu'on peut avoir en y jouant. Dans le dernier mois, Vince vous a parlé sans arrêt de Gloomhaven Jaws of the Lion. Il a d'ailleurs terminé sa campagne tout dernièrement. Il a fait plusieurs vidéos pour vous en parler. Et en privé, à Sylvain et à moi,
ils nous mettaient de la pression pour qu'on puisse essayer le jeu parce que vous le savez, à la fin de chaque année, on se consulte toujours tous les trois pour vous présenter de façon individuelle notre top des meilleurs jeux qui sont sortis pendant l'année, mais on fait toujours une place spéciale pour le jeu sur lequel on est unanime, tous les trois, on est d'accord que ce jeu-là est vraiment un incontournable ou c'est vraiment le jeu pour lequel on est d'accord de l'année. Et Vince disait Gloomhaven Jaws of the Lion, c'est pas mal un jeu qui pourrait se qualifier pour ce titre, mais ça reste à déterminer. Alors, il voulait que Sylvain et moi, on l'essaie rapidement pour qu'on puisse se faire une idée. Alors, j'ai décidé de prendre les choses en main et au mois d'octobre, j'y ai joué pendant 8 scénarios en solitaire en incarnant 2 personnages. J'incarne le démolitionniste qui est comme un personnage qui lance des bombes, d'où démolition, et le Hatchet, alors un personnage qui va lancer des haches, des petites hachettes, donc vous comprenez le lien simplement avec leur nom. Et j'ai décidé, après 8 scénarios, d'arrêter ma campagne parce que je ne veux pas me ruiner toutes les surprises, les choix. Rendu à 7 ou 8 scénarios, on commence vraiment à faire des choix, on commence à perdre, faire des choix qui vont influencer les scénarios qui vont s'ouvrir et certains scénarios qui vont se refermer. J'ai décidé d'y jouer sans apposer les autocollants et j'ai décidé, après mes 7 ou 8, j'oublie toujours si j'ai fait 7 ou 8 scénarios, de tout remballer, de tout remettre dans le même ordre parce que je veux certainement y rejouer avec mon bon ami Richard et je ne veux pas me gâcher quoi que ce soit. Peut-être que dans ma campagne avec Richard, je vais tout simplement me changer de personnage pour en découvrir un nouveau. On va certainement faire des choix qui vont nous amener à des fourches différentes et je veux tout simplement y rejouer encore, mais tout ce que je vais dire pour l'instant, c'est que ça vient régler effectivement, comme on le disait au départ quand le jeu est sorti, ça vient régler beaucoup de petites frustrations que l'immense boîte de Gloomhaven avait envers moi, entre autres le temps interminable de la mise en place. Ici, c'est complètement génial. Au mois d'octobre, j'ai décidé d'initier ma fille et même mon garçon à Draftosaurus, un petit jeu que j'aime bien, mais qui est tellement simple que c'est pas le genre de jeu que je vais sortir avec des amis gamers ou avec même des amis qui viennent à la maison. Non, c'est trop simple, trop rapide. J'aime pas les jeux filler, les jeux qu'on sort pour boucher un trou de 15 minutes. S'il me reste 15 minutes, je vais décider de jaser ou discuter la plupart du temps. Mais avec mes enfants, j'avais commencé à les initier à des petits jeux comme Rhino Hero, entre autres, et d'autres jeux dans ce type. Et je me disais que Draftosaurus était intéressant parce qu'on peut facilement venir adapter quelques petites règles. Entre autres, on a décidé d'y jouer, mais à dinosaures découverts. Alors, c'est-à-dire que tout le monde voit les dinosaures de tout le monde. Ça me permet de m'assurer que tout le monde respecte les règles, parce que mon garçon a 3 ans, ma fille a 5 ans. Par la suite, autre règle, j'oublie là, c'est le tyrannosaure. Alors, le tyrannosaure est rouge et normalement, pour chaque tyrannosaure, T-Rex que tu mets dans ton parc, tu as un point bonus. Alors ça, j'ai enlevé cette règle complètement. J'ai enlevé également le dé de restriction. Quand le joueur actif lance le dé, les 2 autres joueurs ont des restrictions. J'ai enlevé ça. Alors, il reste seulement que le draft, c'est-à-dire qu'on a 6 dinosaures devant nous, tout le monde en même temps, on en choisit un, on met ça dans la main, et mes enfants aiment beaucoup le moment où on dévoile quel dinosaure on a récupéré, et ils ont vraiment bien compris comment fonctionne chacun des 6 enclos. Reste encore à comprendre, à déterminer surtout quel enclos rapporte le plus de points, lequel des placements est le plus avantageux, mais pour l'instant, on joue strictement pour le plaisir, pour avoir une activité à faire en commun. Ma fille est tellement contente de jouer avec les jeux de papa. Alors, c'est vraiment du bonbon, tout simplement, de jouer avec eux, avec mes 2 enfants,
à un petit jeu comme celui-ci. Et finalement, j'ai eu l'occasion de jouer à Skulk Hollow. C'est un jeu seulement pour 2 joueurs, un jeu asymétrique où un joueur va incarner un colosse, un gardien, un immense monstre qui vient détruire, envahir la forêt, et l'autre joueur va incarner le peuple de renards qui sont les défenseurs de la forêt. Chacune de ces équipes, soit le gardien, le colosse ou les renards, vont avoir des règles différentes, une petite asymétrie, et c'est tout de même bien intéressant. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est le début de la partie, où le colosse semble imbattable, semble inarrêtable, inatteignable, vraiment très puissant, et où les renards semblent tout frêles, faciles à écrabouiller, tout semble perdu d'avance pour eux, mais en cours de partie, on l'espère, le vent tourne de bord, les renards commencent à se multiplier, ils commencent à apparaître de partout avec des talents quelconques, ils commencent à escalader littéralement le colosse pour aller affaiblir sa main par exemple pour l'empêcher d'agripper de nouveaux renards, ou décident de s'attaquer à ses ailes pour l'empêcher de se déplacer grâce à celle-ci d'un lieu à l'autre du plateau. Alors c'est vraiment génial, on reprend l'idée si on veut, ou le concept du jeu vidéo de Shadow of Colossus, où on doit escalader des colosses géants pour essayer de les terrasser. Alors c'est bien intéressant, j'ai hâte d'essayer les autres monstres de la boîte, puisqu'on a 4 leaders pour les renards et 4 gardiens pour ce qui est des colosses. Et finalement, je vous parle de mes projets pour le mois de novembre. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai pensé faire un petit retour sur les présentations des jeux qui ont été faits à Essen Digital 2020. Alors la version sur Internet de Essen en 2020 qui avait lieu dernièrement, où plusieurs titres ont été annoncés pour lesquels j'ai soit beaucoup d'intérêt ou pas beaucoup. Alors je pensais vous proposer mon top 10 des jeux les plus attendus qui ont été annoncés à Essen, un peu comme je vous avais proposé il y a de cela quelques mois avec mon top 10 des jeux les plus attendus pour 2020. Là peut-être que je me concentrerai sur les jeux qui ont été annoncés à Essen. En tout cas, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, et j'ai également comme projet depuis quelque temps, j'y pense, de vous proposer un top. Je ne sais pas si ce sera un top 10 ou un top 5 seulement, mais un top des jeux avec lesquels je ne suis pas d'accord pour ce qui est de la note qui est attribuée à ce jeu sur Board Game Geek. Bon, il va vraiment falloir que je trouve un nom plus court pour cette vidéo. Je vous l'explique un peu. Sur la plateforme anglophone Board Game Geek, on peut voir là, tous les jeux existants qui ont été publiés, qui peuvent être dans cette base de données. Et on peut voir une note qui est attribuée à ce jeu, qui va être déterminée selon la note que les joueurs vont lui attribuer. Alors, on a des jeux qui ont quand même des notes qui se basent sur des dizaines de milliers de votes, et parfois cette note est vraiment trop basse pour l'intérêt que moi j'ai envers le jeu ou l'amour que j'ai envers le jeu. Donc je vous proposerai une vidéo qui vise des jeux qui, selon Board Game Geek, ne sont pas appréciés, ne sont pas aimés, ont une note qui est très très basse, mais qui, selon moi, méritent vraiment plus d'amour, que moi je considère vraiment meilleure que la note qui leur a été injustement, selon moi, attribué. Alors ça, c'est une première idée de vidéo, et peut-être qu'éventuellement, je pourrais faire l'inverse, c'est-à-dire de vous présenter les jeux, encore une fois, avec lesquels je ne suis pas d'accord concernant la note qui leur a été attribuée sur Board Game Geek, mais à l'envers, soit des jeux qui sont classés très très haut et que moi, je n'aime pas du tout, que j'aurais classé vraiment plus bas et que j'aurais à la place placé d'autres jeux à leur emplacement. Alors comme d'habitude, laissez-moi savoir ce que vous pensez de ces différentes idées dans les commentaires sous la vidéo. Alors voilà pour ce Quoi Neuf GP, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous n'avez pas été déconcentré tout le long par le pouvoir de ma moustache. Je vous invite à me laisser un pouce vers le haut si vous avez apprécié ce retour
sur mon mois d'octobre. Surveillez notre chaîne pour le mois de novembre. On prévoit vous proposer une tonne de contenu. Surveillez le Quoi de neuf de Vince et de Sylvain qui approchent également, qui seront publiés dans les prochains jours. Et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.